Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je suis Jean-Marie Froux, moi je suis coach agile chez Natixis. Et vous êtes bien à la conférence Abandonnez vos problèmes, trouvez des solutions. Et je suis accompagné de Pascal. Bonjour à tous, Pascal Mermin, je suis coach agile également chez Natixis. Et voilà, ça faisait plusieurs années moi que je fais un peu des conférences à droite à gauche, enfin que j'y assiste. Et je m'étais toujours dit, un jour il faudra aussi que je vienne présenter pour renvoyer un peu la balle à tout le monde. Donc, je suis content d'être là aujourd'hui. Le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est un sujet moi que j'ai commencé à travailler dessus depuis 2015. Ouais, la première formation, je crois que j'ai eue, c'était ça, 2015. Que j'ai beaucoup utilisé, beaucoup pratiqué. J'ai moi-même après monté une formation plutôt à destination des managers et des leaders, mais je n'avais jamais fait la conférence. Donc voilà, avec cette conférence aujourd'hui, on aura fait le tour. Je vais prendre ça. Merci à tous nos sponsors, grâce à qui nous sommes là aujourd'hui. Hier, pour ceux qui étaient à la keynote d'Isaac Gates, et pour les autres, c'est pas grave, je vais vous dire, il nous a parlé de l'entreprise altruiste. Et il a donné l'exemple d'un dirigeant d'une banque suédoise qui, quand il est arrivé, s'est mis au service de ses clients et au service de ses collaborateurs. Et là, je suis sûr que vous êtes tous demandé, et moi, en fait, comment je fais pour me mettre au service de mes collaborateurs? Et moi, comment je fais pour me mettre au service de mes collègues? Comment je fais pour les aider à grandir? Pour les aider à être plus engagés, à prendre plus de plaisir, à être plus motivés dans leur travail? Et du coup, comment j'aide globalement l'entreprise à être plus performante? Alors aujourd'hui, comme vous êtes tous posé cette question, vous êtes à la bonne conférence, on va vous parler de ça et surtout, on va aborder ça avec un exemple concret. Donc on va jouer des petites scènes ici avec Pascal et puis ensuite on débriefera ensemble de ce qui s'est passé. Ok, c'est bon pour vous? Ah, entre, installe-toi, je t'attendais. Bonjour Jean-Marie. Salut. Bon, la mise en production de ce week-end a été une catastrophe. Ouais. Tu peux m'expliquer pourquoi? C'est de la faute des équipes de prod. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait? On a eu les mêmes problèmes à la mise en prod ce week-end qu'aux mises en qualification précédentes. Pourquoi? Vous n'aviez pas écrit un process avec toutes les actions? Si, mais tu sais bien, les équipes, elles changent tout le temps et du coup, ils n'avaient pas eu le temps de se passer toutes les connaissances. En plus, on avait fait une mise en qualif il y a 2 jours. 2 jours avant la mise en prod? Mais pourquoi est-ce que vous avez fait ça? C'est Pierre et Paul, là, dans l'équipe, ils ont changé des règles de gestion et ils n'avaient pas prévenu les développeurs, donc on les a pris en compte au dernier moment. Ouais, encore bon, il va falloir que j'aille les voir. Et les utilisateurs nous remontent encore beaucoup d'anomalies en prod. Pourquoi vous n'avez pas tout corrigé avant? On a détecté 2 anomalies bloquantes il y a 2 jours. Et en fait, on a préféré mettre en production quand même parce que c'était important pour les évolutions. 2 jours avant la mise en prod? Mais comment ça se fait que ce soit aussi tard? Et en fait, c'est l'équipe marketing. En fait, ils nous ont demandé une nouvelle fonctionnalité et on a voulu leur faire plaisir parce que c'était vraiment très urgent. Ok, bon. Si je résume, tout ce qui est arrivé ce week-end, c'est de la faute de l'équipe de prod, recette, l'équipe marketing. Nous, on n'y est pour rien. Je peux aller voir mon responsable. Je suis plutôt tranquille. Ok. Bah écoute, Pascal, je vous fais confiance. Ça va bien se passer la prochaine fois. Allez, tu peux y aller. Merci. Salut Jean-Marie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette scène? Et là, il va falloir qu'il y ait un petit peu d'interaction. Hein. On va débriefer tous ensemble et Pascal va venir avec le micro. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette scène? Déjà, on constate que c'est toujours la faute des autres. Ouais, voilà. Le chef de projet qui est un chef d'orchestre a voulu faire plaisir. Et puis voilà, donc c'est ceux qui sont à l'initiative qui sont responsables. Okay. Puis ça rassure le chef à la fin. Donc tout est beau pour cette partie-là. Merci. Donc voilà, il s'est passé qu'en fait, ils ont plutôt été chercher des causes, des responsables. Hein. Ils ont cherché plutôt à se justifier. Comment le manager il a posé sa question, enfin, quelle était la tournure qui fait que ça a amené le chef de projet à aller chercher des justifications? En fait, le manager, il cherche à savoir c'est qui le coupable,
c'est marketing, l'équipe de prod. Oui. Donc, on ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé, comment on peut améliorer les choses, mais plutôt on se focus sur qui est à blâmer, en gros. Et le manager, à la fin, il conclut en disant c'est bon. Ouais, voilà, le manager est plutôt satisfait à la fin. Alors, c'est la question qu'on a là. Mais pour répondre à la question que je posais juste avant, des questions dirigées, des questions qui commençaient souvent par le mot « pourquoi ». Exactement. Commençaient souvent ces mots par le mot « pourquoi ». Le mot « pourquoi », qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça a eu comme effet? Ça a mis le chef de projet dans une position de victime. Pourquoi? Parce que ça l'amenait à se justifier. Okay, et en se justifiant comme ça, finalement, il est déresponsabilisé. Et d'ailleurs, les deux se désengagent complètement de la situation. Ils ont mis complètement ça sur la faute des autres d'ailleurs qui ne sont pas dans la conversation. Ils ont mis tout ça sous le tapis. Et le manager, il peut aller voir son chef, il peut aller voir son responsable, avec son bel indicateur pastèque tout vert. Tout va bien chez nous et pas de problème. Okay. Dans quel état d'esprit le manager? On a dit, il est un peu, voilà, il est rassuré, il est confiant. Je sais pas, il leur dit, c'est bon, ça va bien se passer la prochaine fois. Hein, je vous fais confiance. Et le chef de projet, comment il repart là? Dépité, oui. Soulagé, ouais, peut-être de ne pas s'être trop fait engueuler quand même. Mais sans solution. Il n'y a pas de solution. Donc, est-ce que vraiment il est confiant pour que ça se passe mieux la prochaine fois? Ça, c'est pas tellement sûr. Et voilà, qu'a permis cette conversation? On l'a un petit peu dit tout à l'heure. Ça nous a permis de trouver en fait plein d'autres problèmes. Il y a un problème au départ de la conversation, c'est la mise en prod s'est mal passée. Et à la fin, on a 4 problèmes. Il y a le problème de l'équipe de recettes, le problème de l'équipe de prod et le problème de l'équipe marketing. Donc, on part d'un problème, on utilise le langage du problème pendant toute la conversation, avec des pourquoi, voilà, on va chercher des causes, des justifications, et on termine avec 4 problèmes. Super. Alors, ce qu'on vous propose de faire, c'est de voir un modèle qui nous permet de représenter les conversations. C'est un modèle qui a été décrit par Ethel Moon et moi que j'ai connu grâce à Géry Derbier, qui nous propose de représenter les conversations selon 2 axes. Un axe horizontal qui est l'axe du temps, avec à gauche le passé, à droite le futur, et puis un axe vertical qui est l'axe sur le contenu. En haut, on va avoir plutôt le contenu positif, ce qu'on aimerait voir davantage, les choses qu'il faut continuer à faire, et puis en bas, le contenu négatif, les trucs qu'on aimerait moins voir. OK ? Et puis du coup, ça nous donne 4 cadrans. Le premier cadran en bas à gauche, c'est ce qu'on va appeler le passé problématique. En bas à droite, on a le futur redouté. En continuant en tournant, on a ici le futur préféré, le futur désiré. Et puis en haut à gauche, dans le contenu positif et dans le passé, c'est ce qu'on va appeler nos ressources. D'accord ? La conversation qu'on a vue juste avant, elle se situait dans quel cadran ? Dans le passé problématique, exactement. Et toutes les questions du manager ont fait qu'on est resté dans ce passé problématique, voire même on l'a creusé encore plus. OK ? Alors je vous propose qu'on rejoue la scène, et cette fois-ci, ça va être un petit peu différent. Bonjour Pascal. Bonjour Jean-Marie. Je peux... Ouais, installe-toi. Merci. Bon, Pascal, la mise en production de ce week-end a été une catastrophe. Oui. Je sais que vous êtes tous mobilisés pour corriger ça au plus vite et je vous en remercie. Mais bon, comment est-ce qu'on pourrait éviter ça la prochaine fois ? Je ne sais pas, hein. Nous on a déjà essayé plein de choses avec l'équipe et je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus. Ok, alors imagine dans 6 mois, nous nous retrouvons à nouveau dans ce bureau. Le lot 2 vient d'être livré et c'est un immense succès. À quoi vois-tu que c'est une réussite ? Il y aurait du champagne déjà. Ouais. Et puis je pense qu'on ne serait pas que tous les deux. Ah oui ? Et qui serait avec nous ? Il y aurait l'équipe de production. Oui. Comment est-ce qu'on verrait qu'ils ont contribué à ce succès ? On aurait un super outil de déploiement en continu et on serait tout le temps au même niveau d'information sur ce qu'il y a dans quel environnement. D'accord. Et qui d'autre serait avec nous ? L'équipe, mon équipe à moi. Comment est-ce qu'ils auraient contribué ?
eh ben, on aurait tous un outil partagé pour mettre toutes les décisions qui sont prises, de manière à ce que tout le monde soit informé au fur et à mesure et qu'on n'ait plus de trous. D'accord. Il y aurait d'autres gens? Bah ouais, l'équipe marketing, Ah oui, l'équipe marketing. Qu'est-ce qu'ils auraient fait de différent? bah eux, ils auraient le sourire, hein, parce que en fait, on aurait un time to market tellement court qu'ils n'auraient plus de notion d'urgence. Ils viendraient et on traiterait les choses au fur et à mesure. Ok. Et l'équipe recette? Ah, l'équipe recette, alors eux, je pense qu'ils auraient mis en place des tests automatisés. Et comme ça, quand on ferait des nouvelles versions, eh ben, on aurait toute une batterie de tests qui passerait automatiquement. On verrait les anomalies bien plus vite et on pourrait les corriger au fur et à mesure. D'accord. Donc, en résumé, toutes les équipes travailleraient main dans la main pour servir au mieux les besoins des clients. Non, Jean-Marie, c'est encore mieux que ça. On serait une seule équipe avec toutes les compétences. La prod, la recette, le marketing et les développeurs. Alors, je mets pause quelques instants pour qu'on s'arrête sur ce qui vient de se passer là. Que s'est-il passé là dans cette conversation? Dans quelle partie du cadran on est? Le futur préféré, ok. Qu'est-ce qui a permis cela? Quelle était la question du manager qui a permis d'emmener la discussion vers le futur préféré? Si on se projetait, comment on pourrait améliorer les choses? Il a employé un mot bien précis. Comment est-ce qu'on y est arrivé? Qu'est-ce qu'on vient de différent? Imagine. Voilà, imagine, le mot magique. Imagine, il a fait même une petite pause. Imagine dans 6 mois, donc là il a donné une échéance pour bien se projeter dans ce futur imaginé. Dans 6 mois, on se retrouve ici, le lot 2 a été livré. Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui a permis cela? Comment est-ce qu'on voit que ça a été un succès en fait? Okay, c'est ça, c'est cette question imagine qui nous a permis de partir dans le futur préféré. Avec cette question imagine, en fait, tout devient possible. La semaine dernière, je discutais avec une personne et puis à un moment, je lui pose une question et elle me dit je ne sais pas. Et j'ai tenté, sans trop y croire, imagine que tu saches. Et ben, ça a tout débloqué. C'est vraiment la question magique. Alors en fait, là, finalement, c'était une autre façon de parler de tous les problèmes qu'on a eus pour cette mise en production. Okay, sauf qu'on a accepté complètement notre passé problématique et on allait décrire ce qu'on voulait voir à la place. D'accord, en décrivant. Donc finalement, c'est une autre façon d'aborder le problème. On a parlé de tous nos problèmes, sauf qu'on en a parlé en positif. Okay, au lieu d'en parler en négatif, on en a parlé en positif. On a parlé de ce qu'on voudrait voir à la place. Il y a des études en neurosciences qui ont montré que quand on imagine quelque chose ou quand on vit une situation, si on imagine la situation ou si on la vit, c'est la même zone du cerveau qui est activée. D'accord ? Donc là, en fait, on a créé un souvenir dans le cerveau de Pascal. On lui a créé un souvenir qui rend la chose possible. Et qui le met dans un état d'esprit complètement différent qui va lui permettre maintenant d'être on a un super beau terrain très fertile pour aller chercher des solutions. Ok ? Ouais. Voilà, le manager a dit voilà, je sais que vous faites le maximum pour corriger. Voilà, donc il a renouvelé tout de suite la confiance et a dit que c'était voilà, c'est ok, il y a une situation difficile. Bon, on va pas, voilà, vous êtes dessus, okay, mais donc là, on se projette. Donc c'est bien dans la partie accepter. Pardon. On accepte le problème. Voilà, il est bien là. On va pas faire sans. On va pas se faire la politique de l'autruche comme il avait fait l'autre avant. On l'accepte et on décrit ce qu'on veut voir à la place. Et je crois que j'ai oublié un truc. Non, c'est bon. Alors on y va. On continue la scène. Ah non, Jean-Marie, c'est bien plus que ça. On est une seule et même équipe avec toutes les compétences. La prod, le marketing, la recette et les devs. Génial. Et sur une échelle de 1 à 10, 10 étant la situation qu'on vient de décrire dans 6 mois, et 1 tout l'opposé, tu dirais qu'aujourd'hui on est à combien? Je pense qu'on en est à 4. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'on est déjà à 4? Eh ben, dans l'équipe de prod, les gars, ils sont de bonne volonté. Ok. Ils sont toujours prêts à nous aider et à trouver des solutions.
Mhm. Quoi d'autre? L'équipe de recettes. On a embauché des prestataires qui sont formés au test et qui nous ont amené beaucoup de rigueur depuis qu'ils sont arrivés. D'accord. Quoi d'autre? Le marketing, leurs demandes, elles sont souvent un peu urgentes, mais elles sont précises et ils ont de la disponibilité pour travailler avec nous et nous expliquer ce qu'ils veulent qu'on mette en place. D'accord. Et pour vous, dans l'équipe? Nous, on est une équipe soudée, motivée et avec une bonne expertise dans nos technos. Donc, on est une bonne équipe de dev, en fait. Quoi d'autre? C'est déjà pas mal, non? Ok, alors, encore une petite pause. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on redit les choses positives, oui? On revient sur les ressources, effectivement, c'est vraiment ça. Voilà, on était parti dans le futur préféré. Hop, on fait un petit retour arrière. On va aller chercher nos ressources maintenant. Grâce à quelle question? Quoi d'autre? Et on a beaucoup entendu quoi d'autre, effectivement? Qu'est-ce qui fait qu'on est déjà à 4? Voilà, donc il y a cette fameuse question échelle. Où est-ce qu'on se situe sur cette échelle? Il a dit 4, il aurait pu dire 6, finalement, peu importe. La question qui est intéressante, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est déjà là? Et le déjà a vraiment une importance capitale. Qu'est-ce qui fait qu'on est déjà là? Et là, on repart un petit peu dans le passé, mais dans le passé positif, les trucs qu'on aimerait voir plus, toutes nos ressources, toutes les qualités, tout ce qui fait qu'on est déjà en marche, tout ce qui fait que finalement, notre futur préféré, on est déjà en train d'y aller. On est déjà en train d'aller vers ce futur. Il y a déjà des occurrences de ce futur qui sont déjà présentes là aujourd'hui. D'accord? Et donc, c'est une façon... Enfin, ça va servir en fait à reprendre confiance. D'accord? Là, le chef de projet, il prend confiance dans le fait que c'est possible et que ça va arriver, que c'est déjà en train d'arriver. D'accord? Donc, prise de confiance. On s'appuie sur toutes nos ressources pour que notre futur arrive. D'accord? On continue. Quoi d'autre? C'est pas mal déjà, non? Ok, supposons que tu aies fait +1 sur cette échelle. À quoi est-ce que tu le verras? Je pense que ça serait bien qu'on ait un interlocuteur dédié dans l'équipe de production. Et puis l'équipe recette, on pourrait les inviter à venir s'installer avec nous dans les bureaux. On aurait une meilleure proximité. D'accord. Le marketing, c'est des fois un peu leur priorisation qui manque. Ce serait bien qu'on travaille sur ce point-là avec eux. Ouais, bonne idée. Et pour l'équipe, pour vous? Nous, il nous faudrait une meilleure synchro, un peu plus de communication pour qu'il n'y ait pas de loupé, en fait, qu'on échange plus souvent. D'accord. Alors, encore une petite pause. Où est-ce qu'on est reparti, là? On est reparti dans le futur préféré, exactement. On repart dans le futur préféré, un futur préféré un peu plus proche. Next step. Les next. Voilà. Voilà. C'est juste comment est-ce qu'on va faire +1 sur l'échelle, d'accord? On avait défini notre 10, qui est peut-être un peu ambitieux, qui est peut-être une vision un peu lointaine où tout serait idéal. Bon, ne visons pas tout de suite l'idéal. Commençons déjà par un +1, juste un +1. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà ça qui va nous mettre en route. Dans la description de ce +1, vous avez remarqué qu'on est encore sur la description du résultat. D'accord? On n'est pas encore dans le plan d'action. On est encore sur la description du résultat. Et si tu avais fait +1, comment est-ce que tu le verrais? À quoi est-ce que tu le verrais? Qu'est-ce qui serait différent si tu étais un cran plus haut sur cette échelle? Ok, on est toujours dans une description, on est toujours dans le imagine, dans le suppose que. Donc on est encore en train de créer ce souvenir là dans la tête de Pascal qui va faire que ça peut arriver et que c'est possible. Fort de nos ressources sur lesquelles on s'appuie, renforcé et plus confiant encore pour aller vers ce +1. Je pense qu'on aurait une meilleure synchro entre nous au niveau de l'équipe. Ok. Quelles premières actions vas-tu faire dès demain pour aller vers ce +1?
Moi, je pense que je vais aller voir le responsable de l'équipe de production pour voir avec lui si c'est possible d'avoir un interlocuteur dédié. D'accord. Et pour la recette? Bon, voilà, ça, la recette, je vais demander à ce qu'ils déménagent. Hein, puis on va leur faire un petit peu de place dans leur bureau pour qu'ils puissent s'installer avec nous. Bonne idée. Puis notre équipe, on parle beaucoup là dans l'agilité de daily, de points de synchro. Bah, je pense qu'on va essayer d'aller voir par là et puis de mettre en place un point quotidien, peut-être un quart d'heure avec toute l'équipe pour échanger les infos importantes. Ok. Et pour le marketing? Le marketing, ils ont une autre appli, l'appli mobile, et j'ai entendu dire qu'avec cette équipe-là, ils n'avaient pas de problème de priorisation. Donc je vais peut-être leur demander de venir nous montrer comment ils font pour gérer ces aspects-là, puis on pourrait s'inspirer de ça. Super. Que de bonnes idées tout ça. Je te laisse lancer toutes ces actions et puis surtout n'hésite pas si tu as besoin. Merci Jean-Marie. Bon courage. Merci. Voilà, on est arrivé à la fin de cette conversation. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette dernière partie? On passe aux actions. Ça y est, là on est sur le plan d'action. Quelle était la question du manager pour aller vers les actions là? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place? Pas tout à fait. Quelle première action? Voilà, on est vraiment sur, on est direct. Hein. Quelles premières actions tu vas faire dès demain? C'est pas tu pourrais, c'est pas la semaine prochaine. Non, dès demain, qu'est-ce que tu vas faire? On est sur un engagement hyper fort. Et toutes les actions qu'a donné le chef de projet, là pour le coup, elles étaient vraiment, des trucs tout simples. Hein. Bah, je vais les appeler pour leur en parler, je vais faire des... Voilà. Enfin, chaque action est vraiment une action très concrète, très simple. Je suis certain, moi, qu'il va les faire vraiment dès demain. Dans quel état d'esprit est-ce qu'ils sont à la fin de cette conversation? Confiant? Le manager? Plus confiant, oui. Comment? Motivé? Qui est motivé? Le manager, le chef de projet? Le chef de projet, voilà, il est bien motivé pour lancer ses actions, ok. Le manager, comment est-ce qu'il est, lui? Il est rassuré, ouais. Et imaginons qu'il aille voir son responsable, hein, comme dans la première scène. Est-ce qu'il sera à l'aise? Ouais, il est bien responsabilisé. Oui, lui-même s'est bien responsabilisé, mais surtout, il a réussi à responsabiliser son chef de projet, qui va repartir hyper motivé, hyper engagé, qui prend vraiment ses responsabilités. Ouais, quand il prend ses responsabilisations et il va le faire vraiment, quoi. Qu'a permis cette conversation pour finir? Trouver des solutions, exactement. Un échange constructif, ouais, c'est ça, merci. Est-ce que le manager aurait pu prendre une action? Oui, pourquoi pas? Le manager laisse toutes les actions au chef de projet, ouais. Il aurait pu en prendre une. Le chef de projet aurait pu lui dire pour faire ça, j'aurais besoin de toi. Est-ce que tu peux m'aider là-dessus? Oui, pourquoi pas, bien sûr. Et le manager aurait pu tout à fait prendre une action. Là, l'approche du manager, c'est vraiment une approche où c'est le chef de projet qui est l'expert de son métier de chef de projet, c'est-à-dire de coordonner toutes ses équipes. D'accord? C'est vraiment lui l'expert de ça. Et donc, il lui laisse la totale responsabilité, la totale expertise de comment il va s'y prendre pour que ça se passe mieux. Lui, en tant que manager, il a sûrement plein d'autres idées aussi. Il a sûrement plein d'idées qui sont peut-être très bonnes. Son choix, ça a été de laisser complètement le chef de projet décider de ce qu'il allait faire. Et je pense que si le manager lui avait donné aussi quelques idées, peut-être qu'elles auraient été très bonnes, peut-être même meilleures, j'en sais rien, mais on n'aurait pas eu le même engagement de la part du chef de projet. Parce que c'était le chef qui l'avait demandé, alors que là, c'est lui qui a eu l'idée, c'est lui qui a décidé, c'est lui qui a dit « demain, je vais faire ça ». Et ça, c'est hyper fort. C'est pas le bon bouton, voilà. Un petit résumé donc, de tout ce qu'on a vu. On commence avec le futur préféré, imagine. La question échelle, qu'est-ce qui fait que tu en es déjà là? Le plus 1, et si tu montais d'un cran sur l'échelle, à quoi ça ressemblerait? Et on termine avec les petits pas, quelles actions tu peux mettre en place dès demain. Donc on voit que ce process est tout à fait, il est très fluide comme ça. À la fin, si vous voulez, on pourra reparler de chacune des questions prises indépendamment et on pourra voir que chacune d'elles peut avoir une utilité juste toute seule. On peut utiliser la question échelle toute seule, on peut utiliser le futur préféré tout seul. On n'a pas forcément besoin de dérouler la totalité.
Et une chose qui est intéressante là, c'est combien de temps on passe, combien de temps dans la situation qu'on a vue là, combien de temps ils ont passé sur chacune des questions, sur chacune des étapes. Alors on a mesuré, quand on a préparé cette conférence, on a timeboxé, enfin on a mesuré le temps, et voilà un peu comment ça se répartit en fait. On a 20% du temps qui est alloué au plan d'action. Quelles actions tu vas faire dès demain? Et 80% du temps qui est uniquement pour savoir la destination, quoi. Okay, on passe 80% du temps à savoir où est-ce qu'on va aller et seulement 20% à comment est-ce qu'on va y aller. Et ça, c'est un vrai changement, je pense, dans notre approche où on va beaucoup trop vite sur OK, on a eu un gros problème ce week-end, qu'est-ce qu'on fait pour corriger? Okay, on a l'habitude d'aller creuser plutôt les problèmes. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Et pourquoi ça s'est arrivé? Vous connaissez les 5 pourquoi. On va creuser de plus en plus loin. Les méthodes Ishikawa, enfin, il y en a plein des méthodes de résolution de problèmes. Là, c'est radicalement différent. Le problème, on s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, on l'accepte, mais on ne cherche pas du tout à savoir pourquoi il y a eu ce problème. On part directement pour voir ce qu'il y a eu le futur préféré. Vous voyez que ça prend 45% du temps qui est dédié à la description de ce qu'on voudrait voir à la place. Voilà, on a à peu près 25% sur l'échelle, 10% sur le plus 1 et finalement 20% sur le plan d'action. Ça, c'est ce qu'on appelle, enfin c'est le solution focus en fait, être focus sur la solution. La solution ne s'intéresse pas à la raison du problème. On est vraiment là-dessus. On ne va pas chercher la raison. C'est pas ça qui nous intéresse. Peut-être qu'il y a besoin de, peut-être que le chef de projet il a besoin de vider un peu son sac parce qu'il est un peu énervé contre les autres équipes qui ont fait des choses qui lui plaisent pas forcément. Mais là, en fait, on n'en parle même pas. On voit que c'est pas utile. C'est une approche qu'on pourrait rapprocher de l'agilité. Vous vous souvenez, dans l'agilité, on donne une vision. La vision, c'est très important. Le product owner, il est porteur de cette vision. Ensuite, le plus 1, ça va être notre MVP, la première version de notre produit. Et puis, les premiers petits pas, les premières actions, ça va être par exemple le sprint planning de notre premier sprint. Donc, ça, on peut faire le parallèle comme ça. On a été vraiment dans un langage de la solution. On n'en a pas trop parlé, mais on a vu que le manager il avait beaucoup de questions qui commençaient par comment. Comment est-ce qu'on voit que c'est arrivé à la fin enfin, voilà. Il a changé quand même radicalement la façon de poser ces questions. On a été tous conditionnés par notre culture, par notre éducation, à aller creuser ce qui ne va pas, à regarder plutôt à l'école, on regarde plutôt pourquoi on n'a pas eu plus que la note qu'on a eue. On ne regarde pas déjà tout ce qu'on a fait de bien qui nous a permis d'avoir déjà cette note-là. Donc on est vraiment tous conditionnés par cette culture, cette éducation qu'on a depuis toujours en nous. Et l'approche Solution Focus qu'on vous propose là, elle est vraiment hyper puissante. Avec Pascal, on la pratique dans des conversations comme ça one-to-one, mais aussi avec des équipes. Le plus grand que j'ai fait, c'est jusqu'à 70 personnes ensemble. Mais aussi gérer des conflits entre plusieurs équipes. Et même dans le domaine personnel, j'ai une anecdote, par exemple, avec ma fille qui est assez percutante. Et donc, avec Pascal, on s'amuse à changer le monde. On change le monde autour de nous, notre petit monde, à notre échelle. Mais en changeant cet état d'esprit, on arrive à avoir des collaborateurs autour de nous plus motivés, plus engagés, plus confiants, plus actifs, réellement activement engagés dans leur entreprise. Et on va garder un petit peu de temps pour les questions, parce qu'il y en a peut-être. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous raconter. Non, dernière petite chose, à vous de jouer maintenant. Vous aussi, vous pouvez le faire. Vous aussi, vous pouvez changer le monde à votre niveau. Et ce que je vous invite à faire, là, c'est dans les conversations que vous allez avoir, peut-être ici en sortant ou la semaine prochaine dans votre entreprise avec vos collègues, essayez d'observer dans quelle partie du cadran se situe la conversation. Et si vous voyez qu'elle est plutôt dans le bas, futur redouté ou passé problématique, essayez qu'est-ce que tu voudrais voir à la place? Et regardez comment la conversation va changer dans tout ce que ça va changer dans cette conversation et puis dans l'engagement de la personne. Et puis les mieux à même de changer, parce que c'est Gandhi qui disait soit le changement que tu veux voir dans le monde. Commencez par vous-même, observez-vous,
Regardez dans quelle partie du cadran vous êtes quand vous avez des conversations, quand vous parlez. Est-ce que vous êtes plutôt dans le bas? Et si vous observez que vous êtes dans le bas, c'est pas grave, acceptez-le et essayez de repasser vers le haut. Merci. C'est le temps des questions. Est-ce que... Oula, on va faire dans l'ordre de ce qui s'est levé. Merci beaucoup en tout cas pour le jeu de scène. Je sais que c'est jamais facile. J'ai eu une première question puis une deuxième qui m'est venue avec la conclusion. La première, c'est quelle différence vous faites avec le Remember the Future? Puisque si vous connaissez. Hein, c'est exactement le même principe. Hein. Remember the Future, c'est ça, c'est on se projette. C'est la même chose. D'accord. Et la deuxième, du coup, est-ce que ça marche vraiment pour les problèmes complexes? Les problèmes où il faut être à plusieurs et il faut creuser. Est-ce que cette solution marche aussi ou est-ce que c'est pour les problèmes plutôt simples, entre guillemets, avec une piste immédiate? Tu as une réponse ou... Je pense que ce n'est pas forcément une question de complexité, c'est plutôt une question de... Est-ce que c'est un problème technique sur lequel la solution elle va être technique? À ce moment-là, ce n'est pas adapté. Hein. La recherche des pourquoi, un manège s'est cassé la figure, oui, ce n'est pas avec ça que vous allez le régler. C'est vraiment fait plutôt pour des questions relationnelles, de relations entre les personnes, en tout cas dans des problèmes, entre guillemets, mais où il y a de l'humain, en fait, et où on a besoin effectivement d'aller chercher plus loin. Je pense à une situation peut-être qui est complexe, c'est une transformation agile. Hein. Vous voulez lancer une transformation agile dans l'entreprise? Moi, la première question que je pose, c'est OK, une fois qu'on aura terminé cette transformation, qu'est-ce que vous voulez voir de différent? À quoi elle va ressembler votre entreprise quand elle sera devenue agile? On est dans la description du résultat, futur préféré. On n'est pas dans l'objectif, on veut être agile. On est dans le résultat, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Quels bénéfices vous voulez aller chercher avec ça? Et puis ensuite, voilà, on peut aussi utiliser l'échelle, la suite. Mais donc, ouais, une transformation agile d'entreprise, c'est un système complexe. J'ai une question à distance, on va dire. Quel lien faites-vous avec l'appreciative inquiry? On peut dire que ça s'inspire des mêmes... ça part des... Oui, pardon. Ah oui, vous êtes à distance. Ça s'inspire des mêmes modèles. Enfin, ça vient à peu près de l'école de Palo Alto, tous ces sujets-là. Voilà, c'est des choses qui se recoupent, qui ont plein de choses en commun. Merci pour cette présentation. En fait, Benjamin, on travaille ensemble, tous les deux, on est assez fans de ce pattern. On est coach agile. Alors, je parle pour moi, mais ça m'a pris quand même pas mal de mois, voire d'années, à apprendre à l'utiliser. Et je suis coach. Et ce qu'on constate, c'est qu'on essaie effectivement d'évangéliser les managers dans la structure où on travaille. Et de notre côté, on constate beaucoup de difficultés. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à leur expliquer et c'est un peu comme si on confiait une Porsche à un mec qui vient juste apprendre à conduire. Donc, je voulais savoir si vous aviez des bonnes pratiques ou comment vous faites pour arriver finalement à rendre ça accessible et actionnable, passer l'étape d'explication. Alors, en fait, effectivement, ça demande beaucoup de pratique avant de vraiment maîtriser, hein, c'est sûr. Ça demande de la pratique, donc il faut se lancer, voilà, il faut essayer. Ce n'est pas des questions qu'on a l'habitude de poser normalement. Donc, généralement, la semaine dernière, encore en formation, il y a une personne qui me dit ah non, mais jamais je poserai des questions comme ça, ce n'est pas du tout moi. Ouais, il faut avoir envie d'essayer autre chose, déjà. Et donc, pour répondre à la question, en fait, on ne cherche pas à expliquer, à convaincre, on leur fait expérimenter. On a monté une petite formation avec Pascal qui s'étale sur 3 mois. On a une session chaque mois, donc qui leur permet de s'entraîner un petit peu entre eux. Et dans chaque session, on n'est vraiment que sur de la pratique. On n'explique pratiquement pas en fait ce qui se passe. C'est qu'ils l'expérimentent avec des petits jeux de scène, avec des petits exercices comme ça d'entraînement. Et après, dans le débrief, c'est eux qui nous font le débrief de ce qui s'est passé en fait dans la conversation qu'ils ont eue là. Et donc l'explication, elle vient d'eux. C'est eux qui l'ont vécu et donc voilà, ça marche plutôt bien. Je ne vais pas vous dire que vous saurez faire en sortant, mais globalement, en termes de théorie, on en explique à peu près autant le premier jour qu'on vous en a expliqué ce matin. Effectivement, après, tout est dans la pratique, dans le fait d'essayer, d'essayer plein de fois. Et on a même monté, hier, il y avait un clin d'œil à la
conf d'hier sur les communautés de pratique, on a aussi monté une communauté de pratique où on leur propose de revenir et toujours pareil, d'arriver avec leur situation et puis ensemble on réfléchit. On a un peu dit, mais tout est finalement dans l'art de la question, comme dans beaucoup de choses dans le coaching, de toute façon. Tout est dans l'art de la question et donc plus on pratique le fait de chercher à trouver la bonne question et plus finalement on est à l'aise dans l'utilisation de ce pattern. Merci beaucoup pour la presse. Moi, j'avais juste une question par rapport au futur redouté, en fait. C'est-à-dire que c'est lorsqu'on on se pose les questions qu'on peut tomber dans cette case-là ou comment parce que du coup, on n'a pas vu de flèche dedans. Comment on exploite cette partie-là? En fait, quand on pose les questions, on a une intention qui est d'emmener les personnes dans une autre partie du cadran. Avec le futur préféré, j'ai quand même l'intention de l'emmener dans une question de type imagine, voilà, j'ai l'intention de l'emmener vers le futur préféré. Je ne sais pas où elle va aller, la personne. Okay, je ne sais pas comment elle va me répondre à cette question-là. Et peut-être qu'elle va partir dans le futur redouté. Peut-être qu'elle va rester dans son passé problématique. J'essaierai une autre question. Ce que je veux dire, c'est que quand on est dans la position où j'étais, c'est-à-dire de poser les questions, on ne maîtrise pas la conversation. C'est la personne qui est en face de nous, qui fait son cheminement intérieur, qui fait son travail et qui va, on l'espère, aller là où on essaie de l'emmener. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Mais... Oui, donc du coup, ça sert juste à connaître en fait là où se situe l'état d'esprit de la personne, pour se dire là, elle est en train de redouter un peu le futur, la solution. Ouais. Et donc c'est pour l'orienter vers quelque chose de plus souhaitable. C'est ça l'idée de la. Oui, voilà. Si elle me parle d'un futur redouté, donc quelque chose qu'elle n'a pas envie de voir dans le futur, c'est la question la plus facile. Et à la place, tu voudrais voir quoi? Je voudrais qu'il arrête de me harceler. Ok. Et tu voudrais quoi à la place? Comment tu voudrais qu'il te parle? Comment tu voudrais qu'il te... Quelle relation vous avez envie d'avoir tous les deux? Et si ça arrivait, toi, tu lui dirais quoi? Et s'il te disait ça, qu'est-ce que tu lui répondrais? Voilà, on essaye vraiment d'aller chercher des choses très concrètes qu'on veut voir à la place, quoi. Parfait. Merci beaucoup. J'ai une question à distance. Quel lien avec EOL? Quel lien avec EOL? C'est EOL. EOL, c'est un acronyme. EE pour embarquement. O, où veux-tu aller? L, l'échelle. Et E, en avant. Merci. Voilà, donc c'est ça, EOL, c'est ce qu'on a vu là. Sauf que la phase d'embarquement, elle était très, très brève au départ. Bon, on a eu un problème ce week-end, on n'a pas envie que ça se reproduise. Et puis après, on a déroulé l'ensemble des questions. Merci beaucoup pour la présentation et c'est extrêmement clair et utile. La question que je me pose, c'est est-ce que ce serait productif ou contre-productif de mettre ces deux images qui sont extrêmement claires en début de toute réunion de résolution de problème sans forcément l'expliquer ou en l'expliquant très rapidement pour dire voilà, qu'on ait tous la même grille de lecture. Est-ce que productif ou contre-productif de mettre ça en début? Nous, c'est des choses qu'on fait, surtout au début, quand on veut prendre en main la pratique et qu'on n'est pas à l'aise parce que la question nous paraît compliquée. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Ma première expérience, j'ai fait la formation avec Jean-Marie. À l'époque, j'étais Scrum Master dans une équipe que je voulais quitter pour entrer un peu plus dans un rôle de coach agile. Donc, j'avais formé quelqu'un. Et ça faisait 3 fois qu'on discutait et qu'on disait « Alors, qu'est-ce qui te manque pour que je puisse partir ?» Alors, qu'est-ce qui se manque? Puis il manquait toujours un truc, en fait. Donc, on n'arrivait pas à avancer. Et en sortant de la formation, je suis arrivé, je dis écoute Patrick, je te propose qu'on essaye autre chose. Voilà. Et ça permet de se mettre à l'aise en fait par rapport à la démarche. Parce qu'en fait, c'est pas la personne qu'on essaye d'aider avec des trucs bizarres, c'est lui qui va nous aider à mettre en place le pattern. Et donc effectivement, on le cache pas. Enfin moi, je l'ai pas caché ce jour-là. Je dis on va essayer autre chose. Tu vois, les questions elles vont peut-être être un peu bizarres, mais on va essayer autre chose et on va essayer d'avancer autrement. Et je suis arrivé comme ça en disant voilà. Ok, ça serait quoi pour toi être autonome en tant que Scrum Master dans cette équipe? Il a décrit. Puis après l'échelle, ok, t'en es où? T'en es déjà là. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Enfin, qu'est-ce qui te manquerait pour être un cran plus haut? Puis en fait, ce qu'on a dit au bout d'1 heure, c'est en fait, ce qui manque, c'est juste d'essayer en fait et d'avoir de l'expérience. Mais ça, tu peux pas me la donner en fait. Enfin, ça se transmet pas l'expérience. Et 2 jours après, j'étais parti. Mais oui, l'idée de dire on va essayer ça, c'est une bonne idée. Ouais.
Et dans les ateliers de résolution de problèmes, moi j'aime bien leur poser quand on est en présentiel, un paperboard. Je fais mes 4 cadrans. C'est quoi le nom du problème? C'est quoi ce qu'on veut résoudre aujourd'hui? Ok, si c'était plus un problème, comment est-ce qu'on le verrait? Futur préféré, l'échelle, qu'est-ce qu'il y a qui fonctionne déjà, etc. Et en fait, on les amène à réfléchir comme ça en leur faisant remplir les questions les unes après les autres, sans forcément avoir présenté leur démarche au début, sans dire on va pas creuser, etc. En fait, on dit rien. On dit juste, voilà, on vous a préparé un canevas, remplissez-le. Et en général, ça passe super bien. Et à la fin, on a des actions hyper concrètes, hyper faciles. Bonjour, merci pour la présentation. En tout cas, c'était très très clair. Moi, j'utilise aussi Solution Focus régulièrement. Je voulais savoir, souvent c'est quelque chose qu'on utilise plutôt avec des équipes opérationnelles sur des sujets voilà, de problématiques, sur des choses qu'ont pu sortir les équipes. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le tester sur du top management, sur des comités de direction générale, lorsqu'il y a des problématiques, voilà, des cellules de crise, il y a un gros bug ou des choses comme ça? Et si oui, quel a été leur accueil et le résultat, puisque c'est plutôt des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de pratiquer? En fait, quand on utilise dans ces cas-là, là, je n'ai pas un exemple précis en tête, mais un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, en fait, moi, l'approche que j'ai, c'est je leur dis, bon, on est là pour résoudre tel problème, je vous propose de vous animer le truc avec une approche un peu différente. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok. À partir du moment où j'ai leur approbation, ça veut dire qu'ils sont d'accord pour que là, pendant 1 heure, voilà, si on se donne 1 heure, ils sont d'accord pour que pendant 1 heure, on essaie un truc un peu différent. Et à partir de ce moment-là où ils ont dit OK, ils sont prêts à rentrer dans la démarche, peu importe quel que soit. Et puis là, je déroule mes questions. Et en général, l'accueil est plutôt bon. Est-ce qu'à la fin, ils s'en sont rendus compte qu'on a fait un truc différent? Je ne sais pas. Si, ouais, on peut avoir certaines personnes qui ont tilté, qui ont dit tiens, c'était quand même marrant la façon dont tu nous as fait traiter ce problème-là. Enfin, marrant, différent en tout cas. Et ouais, on arriverait vraiment à quelque chose de concret, pratique à la fin. Ah, c'était un grand patron du groupe, oui, avec qui j'avais déjeuné. Peu importe, je me suis retrouvé dans un déjeuner avec un top manager du groupe, donc dans les salons en haut, les salons privés et tout, un truc un peu impressionnant. Et je me disais, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui raconter pendant 1 heure? Et hop, je suis parti là-dessus. On a parlé du digital dans le groupe. Et si notre groupe était devenu digital, qu'est-ce qu'on verrait de différent? Voilà. Puis en fait, pendant tout le déjeuner, j'ai enchaîné mes questions, puis on a discuté comme ça. Ça a été, mais je ne crois pas qu'ils s'en soient aperçus. Finalement, la discussion était tellement naturelle, même si les questions peuvent paraître un peu bizarres. En fait, c'était naturel, quoi. Et puis dans un total autre ordre de, voilà, là on est dans le top dirigeant. À l'opposé, il y a ma petite fille de 7 ans, enfin ma fille. Je ne suis pas encore grand-père. Ma fille de 7 ans qui le soir est hyper stressée avant d'aller se coucher parce que le lendemain matin, elle doit lire devant toute l'école. Et on n'arrive pas à la coucher, finalement, elle se met à pleurer et tout. Et quand finalement, on comprend que c'est à cause de ça, ma femme lui dit « Ah bon, mais pourquoi ça te stresse ?» Je dis « Attends, on va essayer un autre truc différent. » J'ai pris une feuille A4, j'ai tracé une échelle. Je lui ai dit, imagine, sur une échelle de 1 à 10, 10, tu es vraiment hyper confiante pour lire devant toute l'école et même encore plus de monde, ça ne te pose aucun problème. Et 1, tout l'opposé. Tu dirais que tout l'opposé, c'est-à-dire que tu ne sais même pas lire, quoi. Tu dirais que tu es à combien? Et elle dit, ouais, je suis à 8. Et bon, qu'est-ce qui fait que. Bon, peu importe, elle m'aurait dit 7, c'est la même chose, ou 5. Ah bon, qu'est-ce qui fait que tu es déjà à 8? Eh ben, parce que je sais lire. Alors là, j'ai écrit, je sais lire. La maîtresse, elle m'a choisi, dans laquelle elle me fait confiance. Ok, la maîtresse m'a choisi. Quand je lis devant toute l'école, quand je lis devant la classe, je suis pas stressé. Ok, quand je lis devant la classe. Voilà. Et puis j'ai rempli toute la feuille comme ça avec que des trucs qui, au fur et à mesure, leur donnaient une confiance incroyable. Les larmes qui ont laissé la place à un grand sourire, tellement elle était prête. Et à la fin, j'ai terminé avec et demain, tu seras à combien? Et elle a dit, demain, je serai à 9. Elle a décidé que demain, ça allait bien se passer. Elle a décidé que demain, ça serait ouais, presque 10, quoi, 9. Voilà. C'était hyper fort. Moi-même, qui ai beaucoup expérimenté, je me laisse encore parfois bluffer par ce genre de situation.
Une dernière question dans la salle? Eh bien, merci beaucoup. N'oubliez pas, comme à chaque session, le rôti, soit en scan là, soit sur la porte à l'extérieur, pour donner vos feedbacks.